Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du centre Chibaou. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Patrice Gaudin, qui est ethnologue. Alors Patrice vit en Nouvelle-Calédonie depuis 1982 et il poursuit une longue recherche autour de la région de Yingen. C'est un habitué du centre culturel Chibaou. La clarté de son propos fait que c'est un conférencier qui est relativement bien apprécié chez nous et des concurrents et néanmoins amis. Je le précise, il sera également la semaine prochaine en conférence à la bibliothèque Bernheim dans le cycle Folklore et mythes calédoniens. Donc Patrice a produit lors de ces 30 dernières années quelques écrits. Vous en avez un échantillon devant la casemane. Et ces écrits sont évidemment disponibles à la médiathèque du centre Chibaou, qui est ouverte, je le rappelle, du mardi au dimanche de 9h à 17h. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Il a choisi d'évoquer ce soir la chefferie, qu'il a mis entre guillemets, et de la notion selon laquelle l'autorité suprême était confiée à des chefs d'origine étrangère. Donc je vais le laisser développer cette affirmation que vous pourrez évidemment débattre au terme de son propos. Alors, de grâce, en n'omettant pas de demander le micro, puisque cette conférence, comme toutes les autres, fait l'objet d'un enregistrement, est ensuite accessible à la médiathèque et le sera incessamment sous peu sous la forme de podcast. Donc voilà, je remercie notre conférencier et je vous souhaite une bonne conférence. Et à bientôt pour le débat. Merci. Merci. Bien. Oui. Il est bien. Il est bien. Bonsoir et merci d'être là si nombreux. Le titre de la conférence demande à être expliqué avant que je rentre dans le vif du débat. J'ai souhaité, lorsqu'on m'a proposé, comme chaque année, j'ai droit à mon invitation à faire une conférence au centre culturel, j'ai souhaité vous parler de ce sujet un peu spécial parce que je fête, comme vous l'avez compris, mes 30 ans en Nouvelle-Calédonie et que j'ai voulu, d'une certaine manière, traiter d'un sujet qui était aussi une manière pour moi de faire le point de ces 30 ans. C'est-à-dire que c'est pas, j'aurais pas le temps de vous parler de 30 années de recherche, de réflexion, ça serait vraiment trop long. Mais il m'a semblé que ce sujet-là me permettait de faire un point justement sur ce qui s'était passé dans ma réflexion depuis 30 ans. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. En effet, quand j'ai été invité en 1982 à venir en Nouvelle-Calédonie, à l'époque c'était le gouvernement de Chibaou, j'étais venu pour refaire le musée de Nouméa, dans le cadre de ce qui aurait dû être le 4e Festival des Arts du Pacifique, et puis aider aussi à la construction du centre culturel de Yingen. C'était un projet. Et donc j'avais accepté de venir, mais avec une sorte de deal qui, bien entendu, n'a pas été vraiment tenu. Ça a été beaucoup mieux que le deal qu'on avait prévu au départ. C'était de dire, oui, je vais venir pendant 2 ou 3 ans en Nouvelle-Calédonie, faire le travail que vous me demandez, mais en échange, j'aimerais pouvoir que vous m'obteniez des crédits de recherche pour que pendant 1 an, je puisse aller dans le Nord. Alors, à l'époque, on avait pensé plutôt Puebo, puis après, on s'était posé la question d'Yingen, pour aller travailler et faire ce que les anthropologues, les ethnologues appellent leur terrain, entre guillemets, c'est-à-dire des enquêtes sur le terrain. Et dans ces enquêtes sur le terrain dans le Nord, j'avais une préoccupation dès le départ. J'avais lu à peu près tout ce qui s'était publié à l'époque, non seulement les grands ancêtres que sont, je sais pas, le père Lambert ou le pasteur Lénart, mais aussi les anthropologues des années après-guerre, comme Jean Guiard, Métais, et puis plus récemment, il y avait un ethnologue qui travaillait beaucoup sur les chefferies de la région de Touo et les régions de Païchi, qui était Alban Bensa, et tous mentionnaient justement cette notion de don de la chefferie, de l'autorité, de la chefferie à un étranger. Alors, tout ça a été décrit, il y avait même des articles, notamment un article d'Alban Bensa sur ce qu'il appelait la chefferie comme double emprise, où il expliquait un peu les rapports entre étrangers et autochtones,
etc. Mais j'avais du mal personnellement à me rendre compte de quoi tout ça était fait. Et je m'étais dit, je vais essayer de travailler aussi sur ce sujet-là. Ce n'était pas le seul, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui se vivait derrière cette notion de chefferie à un étranger. Et derrière cette question, en fait, il y en avait deux, qui n'ont jamais cessé d'ailleurs de m'habiter. La première, c'était de comprendre, puisque ça avait l'air d'être très très important. On lisait, je ne sais pas, sur Yingen, mais aussi sur Lifou, sur Marais, sur l'ensemble de la Grande Terre, partout, on nous parlait de ça, c'est-à-dire du fait que le chef, et qu'est-ce que ça voulait dire d'ailleurs le chef était un étranger, et qu'il était arrivé de l'extérieur de la société, de la communauté, et qu'on lui avait donné la chefferie. Donc on imaginait que quelqu'un arrivait de la mer sur une terre, et puis on lui donnait la chefferie. Il dit, bon voilà, ça c'est quelque chose d'étonnant, mais pourquoi on lui donne la chefferie? Alors il y avait des tas d'explications qui étaient données, mais on ne voyait pas très bien la compréhension des choses. Mais à côté de ça, il y avait aussi le fait que cette histoire de chef étranger n'était pas à l'évidence propre à la Nouvelle-Calédonie, et qu'on retrouvait ça dans la littérature anthropologique depuis très très longtemps, et quasiment dans tous les coins du monde. Alors ça ne veut pas dire que partout où il y avait des chefs ou des rois, c'était forcément des étrangers, mais le phénomène était extrêmement répandu. Il y avait même un anthropologue belge qui s'appelle Luc Deheusche, qui a écrit énormément sur l'Afrique et qui a écrit des ouvrages, alors des articles et des ouvrages entiers sur les sociétés bantoues du sud de l'Afrique, où il parle aussi comme ça de ce chasseur ou de ce guerrier qui arrive dans un village et qu'on retient en lui disant bah tiens tu vas épouser la fille du chef ou la fille du maître de la terre et puis tu vas devenir on va te donner la chefferie. Et on retrouvait ça partout. Je réévoquerai ça, et alors ça me posait une question, non seulement de comprendre spécifiquement ce qui pouvait se passer dans le monde kanak, pourquoi il y avait ce don de la chefferie en étranger, mais aussi de comprendre pourquoi c'était aussi répandu à la surface de la planète. Et ça pose une question qui est assez bateau, mais qui est là, c'est quand on essaye d'analyser un fait social, quel qu'il soit, une institution, quelle est la part dans la compréhension qu'on va en avoir de ce qui est lié à la société dans laquelle on est, et puis à quel niveau il faut faire intervenir, j'allais dire, des choses beaucoup plus larges, de l'universel. Et quand je veux essayer de comprendre une institution comme celle-là, est-ce que c'est seulement à partir de ce que va me dire la société dans laquelle je travaille, ou est-ce que c'est la société plus quelque chose d'autre, c'est-à-dire aussi quelque chose de l'ordre de l'universel? La question se posait. Donc, je suis arrivé à Yingen, finalement, et effectivement, très très vite. C'est-à-dire, je me souviens, première semaine de séjour à Yingen, on me dit trois choses. Le premier, c'est ce qui est important chez nous, c'est les échanges. Donc, il y a même une formule que j'allais découvrir un peu plus tard qui dit, dans les discours, qui dit le poumon de la société, les échanges sont le poumon de la société. C'est-à-dire, nous, notre société, elle respire, elle vit à travers les échanges. Deuxième proposition, la chefferie, que nous, on envisage un peu comme une sorte de hiérarchie, avec des chefs, des sujets, hein, le terme a été utilisé, on a beaucoup employé un vocabulaire emprunté en partie à l'armée. Le terme de chefferie est un terme que nous avons emprunté au vocabulaire militaire, puisqu'une chefferie, au départ, c'est une circonscription militaire dirigée par un officier du génie. Alors quand on est arrivé en Mélanésie, on avait déjà une bonne connaissance de la Polynésie, et là on avait trouvé des rois. Mais on avait des organisations qui n'étaient pas si différentes que ça en Mélanésie, mais pour des raisons sans doute un peu racistes pour l'époque, on a préféré dire qu'ils n'avaient pas vraiment des rois, alors que l'organisation pas si éloignée, mais ils avaient des chefs. Et on a parlé de chefferie. Le lien entre, bien entendu, un officier du génie et un chef kanak est assez éloigné. Mais les gens disaient, bon, on a donné la chefferie, et ils utilisaient ce mot de chefferie aussi en français. Et puis on nous expliquait que la raison, la troisième chose, pour laquelle cette chefferie, qui était la forme suprême de l'échange, eh bien on faisait un échange, et que la chefferie c'était un échange, et que notamment on donnait la place suprême à un chef étranger, venu de l'extérieur. On lui donnait cette place parce que il permettait d'être un arbitre. C'est-à-dire que
On imaginait que dans la société, il y avait plusieurs clans, présentation d'une société comme ça atomisée, avec des groupes, chacun bien campé, avec une identité différente. Et pour faire l'unité entre les clans, puisque ces clans sont liés à la terre, etc., eh bien on nommait un chef pour qu'il soit d'une certaine manière neutre, puisque venant de l'étranger, il n'avait pas de terre qui lui était propre, et qu'il pouvait, comme ça, faire l'arbitre avec tous les autres, et si jamais il y avait des conflits, faire l'arbitre. Alors je dois avouer que cette idée d'arbitre a assez vite disparu, non pas qu'elle soit, comme on le verra, totalement fausse, parce qu'on va voir qu'il joue un rôle qui peut être celui-là, mais à l'époque, si vous voulez, il y avait déjà quand même pas mal de conflits fonciers, et on voyait bien quand les chefs se retrouvaient avec deux clans qui venaient pour le voir, pour essayer d'arbitrer, il avait quand même bien du mal à trancher et à imposer un point de vue, donc la notion d'arbitre paraissait un peu compliquée. Donc j'ai commencé à faire cette enquête, et je vous propose de vous décrire 4 étapes de cette enquête avant de faire de la comparaison, avant de rentrer dans le comparatisme, et comment j'ai réfléchi autour de ces 4 étapes et pour essayer de commencer à mettre de l'ordre dans ce qu'on me disait. La première étape a été, comme souvent en Nouvelle-Calédonie, liée au recueil de textes. J'avais une chance absolument inouïe. Dans la région où j'arrivais, j'avais d'une part une linguiste qui avait travaillé là avant, donc des dictionnaires, il y a 4 langues qui sont parlées dans la région d'Yinguen. Donc j'ai eu la chance d'avoir une dame qui avait fait des dictionnaires et recueilli aussi, notamment en langue némi, dans le langue du haut de la vallée de la Yinguen, récolté un nombre impressionnant de contes, de mythes, etc. Et ensuite, elle avait tellement bien intéressé les gens qu'il y avait un jeune garçon à l'époque qui allait devenir mon jumeau travail, qui lui était passionné par la langue et par la culture de Yinguen, et qui était promis à devenir sans doute un des responsables du futur centre culturel que nous allions avoir à construire, et qui était Gilbert Théin, Gilbert Calonbat Théin, et qui lisait, écrivait la langue, était capable de venir, et qui au départ a joué le rôle d'interprète, et puis ensuite la langue, en faisant l'apprentissage, devenir le co-enquêteur, c'est-à-dire qu'une bonne partie du travail qu'on a fait, je l'ai fait avec lui. Alors ça facilite effectivement grandement la vie lorsque vous arrivez dans une société et que l'un des enquêteurs, lui, est membre de cette société, est passionné par ce travail-là, et donc on a récolté des textes. Ces textes, je ne vais pas, bien entendu, vous en donner une lecture complète, mais étaient essentiellement de 2 types, des textes que l'on disait Ndiama et des textes qu'on disait Ingo. Et Françoise Rivière avait traduit le premier Ndiama par mythe, c'est-à-dire des histoires qui étaient avec des personnages un peu fabuleux, enfin, je vais essayer de vous en donner 2 ou 3 exemples rapides, et des contes. Et ces contes, on disait, c'est pas des récits vrais, c'est des histoires, c'est un peu des fables, si vous voulez, c'est de la fiction, alors que les mythes, les Nyama, c'est du vrai. Mais en même temps, il semblait qu'il y avait entre ces 2 récits des liens assez particuliers, dans le sens où les mythes étaient dits secrets, c'est-à-dire on ne peut pas en parler. Et on a tellement peu en parler d'ailleurs que quand je regarde les textes que j'ai recueillis, les mythes dans la région d'Yinguen, à côté de ce que par exemple Alban Bensa a pu faire dans la région Paichi, les mythes que j'ai d'origine sont des choses qui font 10, 20 lignes, 30 lignes. J'ai pas de texte, de très très longs textes. Par contre, pour les contes, je pouvais avoir des contes qui duraient une demi-heure, vous voyez, des textes qui étaient assez longs. Et on disait souvent, ça revenait régulièrement dans les discussions, les gens racontent le conte pour pouvoir dire le mythe. Car le mythe est tellement secret que pour pouvoir dire le mythe, on va utiliser un conte qui est une manière de dire l'essentiel du mythe, mais sans en dire les choses qui ne doivent pas être dites. Alors, je vais commencer à l'inverse de ce qui s'est passé, c'est-à-dire par les mythes. Et les mythes très très courts étaient toujours des histoires du genre. Je vous en donne 2. Le soleil et la lune sont en train de se promener dans le haut de la vallée de la Yinguen, et puis à un moment donné, ils sont tellement en train de jouer dans le ciel qu'ils se heurtent. Et au moment où ils se heurtent, ça fait une étincelle, c'est le tonnerre qui est en train de jaillir, et ce tonnerre vient frapper, l'éclair vient frapper un rocher à Pharaon, et là, de ce rocher va sortir
un enfant. Et cet enfant va grandir très très vite et traverser la région qui a été brûlée par l'éclair. Parce que l'éclair, en brûlant, non seulement il a donné un enfant, mais il a brûlé toute la région. Et quand il grandit, il arrive finalement du côté de Tendo, et là, il rencontre une femme, et il va l'épouser, et ça va être l'origine de la lignée des chefs de la région de Yingen, de la région de Tendo, c'est-à-dire la chefferie Goa de Tendo. On avait un autre type de mythe, là par exemple pour la chefferie Boirat, qui était encore plus court. Il y a un requin blanc qui rentre dans le lagon, qui remonte le long de la vallée de la Yingen, et là il y a une fille de chef qui est sur le bord du rocher, et ils ont des rapports sexuels, et ensuite il s'en va, et l'enfant qui va naître va être un enfant absolument incroyable, et au moment où elle va accoucher de cet enfant, qui a la peau claire par opposition à sa mère, qui est dite avoir la peau sombre, au moment où elle accouche, elle s'écrie de douleur « Boirat ». Et Boirat, c'est le nom de la chefferie, bien entendu, de Yingen. Ça veut dire splendeur, et on dit que c'est le cri qu'elle a poussé au moment où elle accouche. Donc voilà, on a des récits de ce type-là, et on voit bien que dans ces récits, il y a deux choses qui sont à peu près constantes, par-delà la diversité. C'est d'une part le fait que la chefferie naît d'une union entre une femme qui est déjà là et un personnage mystérieux qui est soit directement issu du monde qu'on appelle le Njinu, c'est-à-dire le monde des esprits, une sorte de requin blanc qui garde la passe de la Wayem, enfin un personnage vraiment tout à fait étonnant, qui n'est jamais humain. Elle va avoir des rapports avec ce requin, ou alors carrément un enfant qui naît de manière miraculeuse. Il y a le soleil et la lune qui ont, d'une certaine manière, on pourrait dire presque un rapport à la fois violent mais sexuel, avec le tonnerre qui tombe et puis qui frappe le rocher, et du rocher va sortir l'homme en question. Donc, une femme et une union. Et on retrouvait un peu ça, mais sous un autre tout à fait différent, dans les contes, dans les contes de la région de Yingen. Dans ces contes, en effet, on avait, alors là, il y a plusieurs types de contes, je ne vais pas vous les raconter tous, je vais essayer de vous raconter un des plus répandus des contes dont on nous dit qu'ils servent à raconter les mythes. Dans ce conte, nous avons deux femmes qui sont des filles de chef. On sait qu'elles sont des filles de chef parce qu'elles portent des noms de filles de chef. L'aînée s'appelle Kavo, et la cadette, sa cadette qui est avec elle, s'appelle Iré. Alors après, il y a des variantes, Kapo, Kavo, Ike, Iré, mais enfin partout on va retrouver ces noms-là, et elles sont toutes seules. Elles sont toutes seules parce que la vallée, ou le coin du pays dans lequel elles sont, a été complètement dévasté, brûlé, et il y a un ogre qui est dans le coin, extrêmement dangereux, et qui a mangé tout le pays, tous les gens du pays. Cet ogre-là s'appelle Kawagoa. On sait où il habite, dans la région, dans la haute vallée de la Yingen. Et cet ogre-là a avalé tout. Donc ces femmes-là, elles sont cachées dans un tronc d'arbre, dans un érythrinier, elles sont cachées dans cet arbre-là, et elles ne sortent qu'un petit peu autour de ce tronc d'arbre pour aller faire du jardin, pour pouvoir avoir des plantes cultivées et manger et se nourrir. Donc les choses vont bien jusqu'au jour où tout d'un coup il y en a une qui dit « Oh non, j'en ai marre, j'ai envie de manger de la viande, est-ce qu'on ne peut pas aller pêcher ?» Et les voilà donc qui prennent leurs épuisettes, leurs paniers, les deux sœurs, et qui remontent le long de la rivière pour aller pêcher et ramasser des crevettes, des chevrettes. Et au moment où elles pêchent, elles font gicler un peu d'eau, et cette eau tombe sur l'ogre qui dit « Mon Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de braconner sur mes terres, je vais aller voir ce que c'est. » Il enlève ses dents de mangeur de légumes, il met ses dents de mangeur d'hommes, et puis il descend pour trouver les femmes. Et là, elle le voit, bien entendu, elles se mettent à courir pour essayer d'échapper à l'ogre, et l'ogre n'est pas assez rapide, et elles réussissent à se réfugier à l'intérieur de cet arbre. Ça va durer 3 fois, sauf que la 3e fois, ou la 3e pêche, eh bien là, l'ogre va réussir à attraper l'aînée, et il va la tuer. Et pour la tuer, il lui ouvre le ventre,
et il enlève ses viscères, l'ensemble de ses viscères, tout ce qu'il y a dans l'abdomen, et il les jette dans la brousse. Or là, il y a deux choses qui se passent et qui sont très importantes. La première, c'est que les viscères en question sont pleins de vie parce que la femme en question est enceinte et qu'il y a un enfant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il ne les jette pas n'importe où, il croit qu'il les jette dans la brousse, mais en fait, il les jette au pied d'un bananier. Et il y a, comme vous le savez, la fleur du bananier qui penche vers le bas, et de cette fleur, il sort de la sève, une eau, qui est l'eau du bananier, et l'enfant qui est là, c'est que c'est un accouchement un peu violent, il est vivant, et il va se mettre à se nourrir de la fleur du bananier, et il va grandir assez vite, jusqu'au moment où il arrive à tirer sur la fleur pour pouvoir avaler l'eau comme ça, et Iré, qui est dans son coin, qui n'ose plus sortir pour aller pêcher, voit le jeune garçon en question, et le récupère en lui disant « Tu es mon fils, et je vais t'élever ». Et elle va l'élever dans le ventre de l'érythrine, et elle va ne sortir que pour continuer à cultiver. Mais le gamin, très très vite, il a appris l'histoire de sa mère, va se mettre à fabriquer des casse-têtes, des lances, etc. Et un jour, il dit « Je veux aller tuer l'ogre ». Et la maman dit « Ah non, tu ne peux pas aller faire ça ». Mais la troisième fois, elle accepte. Et là, il y a le jeune homme qui remonte jusqu'à la cachette de l'homme. La cachette de l'homme, c'est une case avec une forme un peu particulière, parce que quand il arrive d'ailleurs dans la case, il y a des mythes qui décrivent, enfin des contes qui décrivent qu'il n'arrive pas à rentrer dans la case parce que le trou de la maison, la porte de la maison est en haut. Donc il rentre à l'intérieur de la maison. Là, il n'y a plus qu'un enfant, il y a un seul enfant qui est là, mais qui est complètement, selon les versions, où il est muet, où il est bègue. En tout cas, il a des problèmes de communication. Et il dit « Où sont tes parents ?» L'autre a du mal. Et puis il entend que l'ogre rentre avec les autres enfants qui sont là. Et donc il se cache derrière des nattes. Et il dit « Ça n'a pas l'air d'aller ». Il y a le bègue qui essaye d'expliquer, ou le muet par des gestes, qu'il y a quelqu'un qui est caché dans la maison. Mais il n'a pas le temps de finir sa phrase que le jeune arrive et file un grand coup de casse-tête sur la tête de l'ogre, puis s'échappe par le... Alors parfois, une des choses qui arrive aussi, que j'ai oublié de dire, c'est que dans certains mythes, il n'y a pas seulement l'enfant bègue, il y a tous les enfants qui sont là, et avant, il tue tous les enfants. Il tue tous les enfants et il ne laisse que le bègue ou le muet. Puis ensuite, il remonte, il s'en va à toute vitesse, il est poursuivi par l'ogre, qui à chaque fois, il le vise avec des sagailles, et l'ogre dit « Oh, ça ne me fait pas mal, je n'ai que des os et des tendons, tu ne pourras pas me tuer ». Et puis il continue jusqu'au moment où la dernière sagaille est lancée, l'ogre s'écroule, il l'achève d'un dernier coup de casse-tête, et là, il ouvre le ventre de l'ogre, et on dit que du ventre de l'ogre vont sortir toute une série d'esprits, on dit esprits des vivants et esprits des morts, qui vivaient à l'intérieur de l'ogre, et qui ont sur la tête deux éléments assez importants, qui sont d'une part des pierres et des roseaux, qui sont sur la tête. Et puis, à partir de là, tout le pays est repeuplé par les esprits des vivants et des morts, et dans des versions, tout le monde partage un morceau de l'ogre, le mangeur devient le mangé, ou alors on dit qu'on abandonne le corps. Ces deux histoires sur lesquelles je vais revenir, ces deux types d'histoires sur lesquelles je vais revenir durant cette conférence, sont importantes dans le sens où elles me mettaient en évidence le rôle des femmes dans la remise de la chefferie. Et l'une des premières choses qui est apparue, c'est que ce soit les mythes ou les contes, elles mettaient en évidence le fait que la chefferie passait par les femmes. Et il y avait plein d'autres indices que ceux que je suis en train de vous donner. Par exemple, il y a une chose qui est très intéressante, les monnaies que l'on échange dans les cérémonies coutumières, la mort, le mariage, les adoptions, les naissances, etc. Ces monnaies ont un système d'organisation, de classification, qui est exactement le même que celui de la société. Et les monnaies qui représentent les chefs, à l'intérieur de ce système-là, ont un perlage qui est exactement le même que les monnaies qui représentent les femmes.
Donc, si vous voulez, alors qu'il y a des perlages pour les autres monnaies, les monnaies là, elles ont ce même type de perlage. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à comprendre quelque chose qui était évident, c'est que dans la transmission de la chefferie, on nous expliquait que le premier échange, c'était l'échange entre le clan qui était premier occupant, qui était chef dans un endroit. On dit c'est un clan, on vous dit parfois c'est ceux qui ont défriché là les premiers, c'est ceux qui sont émergés des cailloux qui étaient là, de la montagne qui était là. C'est des autochtones, c'est des gens qui étaient là avant tout le monde. Et ils sont installés, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, et on voit que ce quelqu'un possède des pouvoirs particuliers. C'est pas n'importe qui, il faut que ça soit quelqu'un dont on dit dans les mythes, si vous voulez, qu'ils ont ces pouvoirs absolument extraordinaires, celui du requin blanc, celui du tonnerre, et qu'ils vont s'accoupler avec une femme, et que c'est par le biais de cette femme qu'ils vont recevoir la chefferie. Et que le chef, donc ancien, va s'effacer, remettre la chefferie à cet étranger, et que cet étranger va jouer un rôle absolument crucial, puisqu'il va, à partir de ce moment-là, avoir deux fonctions. C'est un peu comme ça que c'était commenté par les gens. Une première fonction qui est de faire le lien entre tous les sujets, puisqu'il reprend la position de chef, et en même temps d'être le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc là, tout d'un coup, on découvrait que l'une des fonctions de ce chef, c'était non seulement d'unir les vivants entre eux, mais d'unir les vivants et les morts. Et là, j'étais renvoyé à quelque chose que j'ai essayé de symboliser tant bien que mal, de schématiser sur le tableau que vous voyez ici. Si vous regardez d'abord, donc pour vous, ça doit être à gauche, puisque c'est à droite pour moi, vous avez ici une représentation des pouvoirs qui sont liés aux ancêtres. Les ancêtres qui nous ont précédés appartiennent à des unités qu'on appelle souvent clans en langue française, mais qui, dans les langues locales, sont des unités qui sont souvent associées à des maisons. Donc j'ai représenté ça comme une maison. Puis vous avez un ancêtre qui est représenté tout en haut. Et l'ancêtre, il donne deux choses très importantes. Enfin, il apporte énormément de choses. On hérite de lui. Mais il y a des choses qu'il transmet de l'appartenance à la maison, qui se transmettent par les hommes, et il y a des choses qui se transmettent par les femmes. Les choses qui se transmettent par les femmes, c'est la vie. On vous explique que partout, alors après il y a des variantes d'un endroit à un autre sur la manière dont est représentée la conception d'une personne, mais il y a toujours quelque chose qu'on va retrouver partout, alors du nord au sud, des îles Loyauté à la Grande Terre, c'est le fait que la vie, c'est la femme qui la porte, et que le sang de la mère est porteuse de la vie, de l'identité vie, et que cette vie-là est donnée donc par les femmes à travers le mariage. Un clan ne peut pas garder la vie pour lui, on n'épouse pas sa sœur, c'est même l'interdit majeur, mais par contre il donne des sœurs, il va donner ses sœurs en mariage, et cette vie va être donnée à quelqu'un qui est dans un autre clan, donnant naissance au neveu, et le rapport, si vous voulez, au neveu des hommes du clan, qui a donné la vie, et cette vie-là, on la donne à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est la puissance. C'est-à-dire, chaque clan, à partir du moment où son existence n'a pas été trop bouleversée, possède quelque chose qu'on va appeler un panier, dans lequel il y a de nombreuses choses, notamment ses richesses, ses monnaies, donc, etc. Et puis aussi ses médicaments, ce qu'on appelle en français médicaments. À Yingen, on dit yarik. Et ces médicaments font la puissance, c'est tout le travail des hommes, de travailler justement avec la puissance de l'ancêtre, avec les médicaments. Et puis c'est le lien aussi de tout ce qui est lié à la terre, et de tout ce qui, à travers la terre, est aussi lié, à travers les ancêtres, la terre, à ce qui est lié à la force, avec les forces guerrières, puisqu'autrefois on était dans une société aussi éminemment guerrier, et puis le nom, puisque en fait tout ça est gouverné par le nom qu'on porte. Le père, lui, va transmettre le nom,
Il y a des variantes d'un endroit à un autre, mais le père transmet le nom et la mère, elle, transmet la vie. Mais avec le nom, il y a tout le lien à la terre, le lien aux ancêtres avec les Yariks, etc. Or, ce qu'on voit avec le chef étranger, quand il arrive, c'est que la description qui nous était faite, c'est qu'au moment où ce nouveau chef arrivait, eh bien, le maître de la terre ou le chef ancien qui était là donnait une femme en mariage à ce nouveau chef pour pouvoir le fixer dans l'endroit, et que la lignée des chefs qui allaient sortir de ce mariage, cette nouvelle lignée, celle des enfants-chefs, car dans les mythes on décrit aussi souvent le chef comme un enfant, eh bien cet enfant-chef était le neveu, la lignée des neveux à l'origine des maîtres de la terre ou des anciens chefs, c'est-à-dire fils d'une femme. Donc ces gens-là étaient bien fils de femmes, comme l'expliquaient les contes. Mais on les expliquait que ça allait un peu plus loin, parce qu'au moment où on allait faire aussi cette alliance, l'ancien chef remettait une monnaie au moment de l'investiture du nouveau chef, ainsi qu'un nom à l'intérieur de la chefferie pour le fixer, et lui donnait en plus de ce nom un accès au panier de la chefferie, au pouvoir de la chefferie. Et dans les grandes chefferies, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, il y a un médicament d'un type particulier qu'on appelle le waya, dont on dit que c'est le médicament qui donne la puissance absolue, puisque c'est celle qui fait que tout ce qui rentre dans la terre et tout ce qui sort de la terre peut se transformer, redonner de la puissance et de la vie. C'est elle qui tient, si vous voulez, l'espèce de vie cosmique à l'intérieur des choses. C'est tout le pouvoir de vie et toute la puissance elle-même procède par le chef, par ce médicament-là. Ce médicament était remis donc à l'ancien chef, par l'ancien chef au nouveau, ce qui fait que d'une certaine manière, le chef nouveau, ou plutôt sa lignée, était porteuse de quelque chose qui n'existe pas en dehors de lui, c'est-à-dire à la fois la vie et la puissance de l'ancêtre fondateur de la chefferie. Il incorporait en lui, si vous voulez, quelque chose qui était l'ensemble des pouvoirs de vie et de puissance qui, dans la vie de tous les jours, soit par les femmes, par les hommes, lui et désormais sa lignée, allait être porteur de cette puissance et de cette vie. Autrement dit, le chef était une sorte d'ancêtre vivant. En tout cas, c'était la première lecture que j'en faisais. Il incarnait l'ancêtre sur terre. D'où toutes les positions de respect qu'on pouvait avoir vis-à-vis de lui. Position parce que le chef était sacré, hein. Alors vous savez, on ne touchait pas sa tête, il y a des manières de lui parler, on ne passe pas derrière son dos, quand on passe dans sa maison, on se tait, quand il y a les prémices des ignames, on apporte les prémices des ignames, quand on pêche ces grands mammifères ou grands poissons, sont les vaches marines, les tortues, on amène ça à la chefferie parce que ça vient du domaine du lointain. On remet aussi au chef toute une série de choses, notamment dans la guerre. Lorsqu'on amenait les ennemis, les corps des ennemis à la chefferie, c'est à lui qu'on les remettait pour qu'il puisse pour faire sa puissance et pour faire sa force. Donc la première lecture que j'avais me permettait de bien comprendre qu'effectivement la femme était le pivot, enfin ses filles de chef, ses filles aînées de chef, était le pivot de l'affaire. Et on voit bien d'ailleurs dans les contes, c'est intéressant parce que dans les contes, la femme est enceinte, et c'est elle qui est importante. Le père, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de père dans cette affaire-là. On peut imaginer que l'ogre, c'est peut-être lui, si on fait une lecture psychanalytique. Mais dans les contes, les gens vous disent, l'ogre, il a dévoré tout le monde. Et la force du jeune, elle vient dans le conte du fait qu'il est fils de femme. Alors, il est fils de femme, et ces femmes étaient aussi des agricultrices, donc grâce au fait qu'elles sont porteuses de vie, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est elles qui sont enceintes et qui peuvent transmettre la vie, c'est elles qui ont planté aussi les plantes cultivées, qui vont permettre de survivre, c'est elles qui ont planté le bananier,
qui est une sorte de succédané de la mère dans le conte, et donc l'enfant qui va téter le jus des bananiers, tout ça c'est parce qu'il y a des femmes. Maintenant ces femmes-là, dès qu'elles veulent chercher de la viande, elles vont rencontrer l'ogre, et là elles sont du côté de la vie, elles ne sont pas du côté de la puissance, donc elles sont subordonnées, les femmes, à la force qui est là. Mais là quand il y a un homme qui naît, parce qu'elles peuvent donner un homme, à ce moment-là, lui il est capable de retourner la violence que l'ogre exerce vis de la société, et de ramener la vie. Et donc on voit bien que l'enfant a ce pouvoir, on le dit d'ailleurs quand il ouvre le ventre de l'ogre, de tout ramener, les hommes, les femmes, les esprits des vivants et des morts, il les ramène à la surface, ce qui montre bien qu'il est ce lien qui, du fait qu'il est la clé, on dit Marit, Chayingen, mais à Lifou, on parle du chef, on dit c'est Mel, c'est la vie. Il est ce personnage qui fait le lien entre les vivants et les morts, et par lequel, je dirais, la vie peut reprendre. Lorsque la violence s'est imposée, seul un fils de cette femme-là peut tout d'un coup redéfendre et retrouver et remettre la vie, alors que la société est en but à la violence pure de l'ogre, qui lui ne rentre pas dans les échanges du tout. Donc voilà la première lecture, le premier élément, où on voyait, si vous voulez, que la lignée du chef englobait la vie et la puissance de celui qui est son premier père, d'une certaine manière, puisqu'il lui donne un nom. Alors là, le nom, c'est normalement transmis par les hommes. Son premier père adoptif et son premier oncle maternel dans les faits. Et à partir de ce moment-là, il est le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Et suis-je... au secours. Voilà. Alors, ce lien entre le monde des vivants et les morts, je ne vais pas vous le décrire complètement dans le détail, mais vous avez un élément extrêmement intéressant à regarder qui vous montre ça, parce qu'il y a tout le symbolisme dans la société, un symbolisme et tourne autour de cette affaire-là, et l'un des éléments les plus importants, c'est la fameuse grande maison, la maison du chef, qui est ornée de plusieurs sculptures, dont une qui est très très importante, qui est la fameuse flèche fêtière, dont on nous dit très rapidement, lorsqu'on travaille sur le sujet, qu'elle est la représentation d'un chef mort. Et on voit que la maison du chef vivant est dominée par un chef mort. Et en plus, alors donc là, il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe, quoi que je fasse, voilà, bon, donc ça va être plutôt comme ça. Si maintenant vous regardez cette maison, qu'est la maison de... vous apercevez que là où c'est marqué petit a, le poteau central à l'intérieur de la case du grand chef est terminé par ce que Roger Boulet et la plupart des muséographes appellent une corbeille, mais à Yingen, le dispositif du poteau central s'appelle Mayende, ce qui veut dire la pointe de la fouenne. Donc là, on a quelque chose d'un peu guerrier quand même aussi qui se représente, avec un dispositif dont vous voyez qu'il sert d'une part à poser des chevrons, à accueillir les chevrons du haut de la case, vous les voyez en haut, et puis en même temps, ça ménage un creux dans lequel on peut enfoncer la flèche fêtière. Ce qui veut dire que ce lieu-là est un lieu intéressant, parce que si vous prenez la maison des sujets, à côté vous avez le poteau central de la maison des sujets, vous voyez que là il y a aussi un creux, mais ce creux permet de poser un médicament lorsqu'on fait la construction de la case, mais ensuite on va fermer le haut de la case par un chignon, alors que là il y a la flèche fêtière, et la flèche fêtière elle sort dehors. Et l'une des explications qui est donnée de ça, c'est qu'en fait, dans la fameuse case qui est la case du chef, eh bien, il y a deux portes à l'intérieur d'une grande case de chefferie. Vous avez une porte qui se situe en bas de la maison, qui est la porte par laquelle on rentre, et quand on se déplace dans une case, eh bien, et qu'on va vers le fond, on monte. Donc la case, si vous voulez, pour nous, on est au niveau du plan, mais un haut et un bas. Et le fond de la case, c'est aussi le haut de la case, et l'extérieur bas, c'est la porte. Or, si vous regardez le poteau central, dont on vous dit qu'il représente aussi le chef,
eh bien lui, il s'enfonce dans le tertre en bas, mais en haut, il est ouvert, et il est ouvert avec la flèche fêtière qui est là, et qui montre qu'en fait, l'axe du poteau central, c'est l'axe de circulation des morts. Et donc, à l'intérieur de la grande case, vous avez deux portes, une porte du bas, qui est là pour accueillir les vivants, une porte du haut, qui est la porte de circulation des morts, et que le chef, il est à l'articulation entre le monde des morts et le monde des vivants. Et à Jungen, ça se traduit par le fait qu'il est même celui qui contrôle, par sa seule présence, l'existence du chemin qui va mener les morts depuis leur village, là où ils sont décédés, jusqu'à Tidouane, qui est l'endroit à 200 mètres au large de l'embouchure de la Hoyenne, où sous la mer, il y a, dit-on, les morts d'autrefois, puisqu'aujourd'hui les gens sont christianisés, mais les morts des anciens qui tournent et qui font une immense danse. Donc, on avait une première épreuve qui était extrêmement intéressante, qui permettait de comprendre un petit peu quel était le rôle du chef comme fils de femme et le rôle de la femme des maîtres de la terre comme celle qui transmet en fait la chefferie. Maintenant, ça laissait quand même encore beaucoup de choses à désirer. On ne comprenait pas forcément toutes les choses, et notamment, se posait pour moi la question de savoir en quoi cet échange-là permettait d'organiser la totalité de la société. Parce que c'était bien ça. On disait, c'est la forme d'échange suprême, et l'échange, je ne le voyais pas. Et j'ai mis beaucoup de temps à le voir pour une raison très simple, c'est qu'on ne le voit que à deux moments, mais l'un de ces moments est régulier, puisqu'il a lieu tous les ans, c'est la fête de l'Igname. Mais dans la fête de l'Igname, je dirais, les choses ne sont pas extrêmement claires. Et pour un Européen, elles apparaissent scriptées. Si vous voulez, il faut apprendre et c'est pas évident. On voit bien qu'il y a des échanges, dans le sens où il y a les sujets qui amènent les ignames à la chefferie, qu'on fait un tas avec tout ça et qu'on redistribue la nourriture après l'avoir chauffée, chacun mange les ignames, mais on a du mal à comprendre d'où vient la structure. Et puis les choses sont arrivées, c'est que malheureusement mais c'est la vie, les deux chefs de Jungen, à quelques distances, sont décédés. Et que là, j'ai pu assister à une autre cérémonie qui, bien entendu, on ne voit que quand c'est ça, c'est l'investiture. C'est-à-dire l'investiture de la chefferie. Et là, j'ai pu découvrir encore un autre parallèle, beaucoup plus intéressant, qui renvoyait au fait que la structure des échanges, au moment où il y a l'investiture d'un nouveau chef, cette structure se passe de manière quasiment identique à ce qu'est n'importe quelle autre cérémonie de naissance, de mariage, de mort, j'entends au niveau de la structure, par contre pas dans les composantes. En effet, si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que le père c'est celui qui donne le nom, que les maternelles c'est ceux qui donnent la vie, et que la vie doit être donnée à l'extérieur. Donc quand une femme va aller se marier à l'extérieur, quand ensuite il va y avoir un enfant qui va naître, et puis ensuite à chaque étape où l'enfant va grandir, il va y avoir des paiements, des fêtes, qui vont être organisées par les paternels pour pouvoir demander aux maternels de prendre l'enfant qui est là et de le faire passer à un niveau supérieur. C'est-à-dire à la naissance, il va falloir lui donner un nom du clan, mais cet enfant, il n'appartient pas à la famille de l'homme, il appartient à la famille de la femme. Donc il va falloir demander le droit de prendre l'enfant, et c'est une coutume qui est fait ça, et le droit aussi de lui donner un nom. Et puis à chaque étape, comme ça, on va petit à petit, les paternels vont faire toute une série de coutumes pour pouvoir faciliter chacune des grands passages de la vie. Aujourd'hui, ça se fait, y compris d'ailleurs chez les catholiques, par exemple, pour les fêtes religieuses du type, je sais pas moi, communion, où il y aura les maternelles et les paternelles, et on fait une coutume maternelle pour dire on va faire la communion du petit, etc. Et donc, à chaque fois, il y a un échange, et l'organisation est toujours le même. Il y a deux groupes face à face, la famille paternelle de l'enfant, la famille maternelle, et la famille maternelle apporte sa contribution à la fête, qui est représentée par la petite flèche ascendante que vous avez, et puis les paternels vont payer leur contribution, vont faire le retour, on dit, aux maternels, en donnant un peu plus que ce qu'ils ont reçu.
Alors on ne va pas faire le calcul de ce qu'ils ont reçu et de ce un peu plus, mais ce qui est intéressant, c'est le nom de ce un peu plus, qui est la vie. Car en effet, les richesses qui sont données dans cette affaire-là n'ont pas pour but de payer quelconque transaction de type matériel, économique ou autre. Ce sont des richesses qui apportent le seul véritable don qui est fait, c'est-à-dire l'enfant, qui est donné par les maternelles, c'est pour ça que j'ai mis la petite flèche, aux paternelles, et qui, à ce moment-là, font les paiements pour pouvoir obtenir l'autorisation de prendre, un peu plus de la vie à chaque fois de l'enfant qui est donné. Or, cette organisation dualiste un peu, avec des paternelles et des maternelles qui sont là, et à chaque étape, on retrouve ces deux groupes dans la vie d'une personne, jusqu'à sa mort, où là, définitivement, les maternelles abandonneront le corps de la personne, soit au paternel, soit si c'est une femme, au clan de son mari, parce que là, les choses sont un peu plus compliquées. Eh bien, dans le cadre je le retrouvais, cette bipartition, dans la cérémonie d'investiture du chef. Avec une différence, cependant, tout à fait particulière, c'est que le rôle des maternelles était joué, cette fois, par ceux que l'on appelle, justement, les maîtres de la terre, ou les clans les plus anciens, ou le clan de l'ancien chef, c'est-à-dire celui qui a été le premier oncle et le premier père, et qui joue le rôle, on dit à ce moment-là, il est le clan de la femme, puisque vous avez vu que c'était lui qui avait donné la vie, et à partir de ce moment-là, il se met en position de maternelle, et tous les autres sujets vont se mettre devant lui et faire des paiements pour pouvoir prendre cet enfant qui est donné, et qui va d'ailleurs être appelé enfant-chef. Un autre nom pour l'enfant, c'est Pagun Mennaïn, c'est-à-dire petit-fils et fils. Donc le chef qui est arrivé de l'extérieur va désigner comme le petit-fils et fils de ces sujets qui vont être appelés, eux, les grands-pères et les pères. Et donc on voit à partir de ce moment-là que, d'une certaine manière, c'est un peu comme si, lorsque le chef ancien a décidé de donner la chefferie, puisque c'était comme ça que c'était présenté au grand chef, au nouveau chef qui arrivait, eh bien, il lui donnait, vous l'avez compris, de sa propre puissance, à travers le panier, à travers la monnaie, à travers les médicaments de la chefferie. Il lui donnait la vie à travers le don d'une femme. Et ensuite, cet enfant, lui, se positionnait comme premier oncle, et il le donnait à adopter, on pourrait presque dire ça, à ces sujets qui deviennent à ce moment-là, comme ses paternels, d'où le nom, ce sont les clans qui sont grand-père et père, Nunmentnaon, et qui vont prendre la chefferie. Donc on voyait un échange en train de se mettre en place, avec là, cette fois, on commençait à se dire, là, on comprend un peu mieux pourquoi la chefferie, c'est la forme suprême de l'échange, parce que, certes, il a donné la chefferie, mais pour que cette chefferie soit vraiment une chefferie, il faut qu'il fasse plus que ça. Il faut que ce chef qui est venu de l'extérieur, parce que c'est un étranger qui a fait un enfant à une femme et à laquelle on va donner l'autorité, eh bien, il faut ensuite qu'il soit adopté par la totalité des sujets. Et à ce moment-là, tout le monde est parent. C'est-à-dire, on comprend pourquoi toute la chefferie forme une même maison, puisque le terme de maison qu'on a vu utilisé pour le clan désigne aussi la société dans sa globalité. Elle forme une maison parce qu'on a été prendre cet enfant et on a fait des coutumes comme si c'était un enfant qu'on avait adopté. Et donc, d'un côté, le clan de l'ancien chef devient désigné comme le clan de la femme, et les sujets comme les grands-pères et les pères. Donc, je commençais à avoir une structure un peu globale, et à partir de ce moment-là, on voyait bien l'organisation de la société. Mais ce n'était pas encore complet, et il me manquait encore deux étapes. Alors passons à l'étape suivante. Donc là, on voit la représentation on y reviendra, de la case. Là, je vous ai extrait quelque chose qui, lorsque je l'ai vu la première fois, ne m'a pas sauté aux yeux. Et puis, après, c'est devenu compliqué. Quand on évoquait parfois les plus vieux, parce qu'à Yingen, les choses ont été très bouleversées par la colonisation, les gens étaient dans les réserves comme partout, donc l'organisation sociale a été très bouleversée. Mais quand je parlais avec des vieux de l'organisation de la chefferie traditionnelle, comment c'était avant, etc., j'avais des descriptions d'une vie cérémonielle autour de la chefferie où les clans présentaient deux caractéristiques. Ces clans-là sont nommés par les terroirs ici, dans lesquels ils se trouvent. Bon, peu importe que ce soit les noms de lieux ou les noms de personnes, c'est interchangeable.
Et on s'apercevait de deux choses. L'une qui était évidente tout de suite, c'est que ces clans étaient systématiquement groupés deux par deux. C'est-à-dire que quand on vous disait tel clan, il y avait systématiquement un autre clan qui apparaissait derrière pour faire le travail. Et d'autre part, que ces groupes de deux, il y en avait 4. Alors au début, c'était pas évident, parce que comme c'était un... Non, donc on nous disait, à Dakuruk et à Tivamak, votre charge, lorsque vous allez construire la case, ça va être les poteaux du tour. À Dadeng Menfanik ainsi qu'à Lepwewedjap, votre fonction à vous, ça va être d'aller chercher le poteau central. Les gens de Werap et de Puyandouet, votre à vous, ça va être d'aller chercher la paille. Les gens de Kunjang et les gens de Kunweganem, vous allez aller chercher les lianes et les golettes. Et des choses comme ça, j'en avais de plus en plus. Mais comme en même temps, ça se mélangeait avec toute une enquête historique sur Yingen où les clans apparaissaient beaucoup plus éclatés, les choses n'étaient pas évidentes. Puis petit à petit, il y a eu des choses très importantes qui se sont passées. La première, ça a été la sortie d'un certain nombre d'ouvrages faits par des collègues à moi. Je pense notamment à deux. L'un qui a été vraiment très très important pour moi, qui a été fait par Jean-Marc Pidgeot, qui est de Puebo, qui nous décrit en disant pour faire un clan et pour faire une chefferie, il faut 4 lignées et 4 générations. Tout d'un coup, je me dis, mais à Yingen, on ne me dit pas ça, mais on trouve les 4 lignées et les groupes comme ça. Et puis, quand je vois ensuite Denis Monnery qui publie sur Arama, Dominique Bretteville qui publie sur Pinbois, ils font absolument pas allusion à ce chiffre 4. Le problème, c'est que moi, ensuite, je vais dans d'autres chefferies ailleurs, et que là, je retrouve presque toujours ce chiffre 4. Pas forcément encore en vigueur aujourd'hui, mais on dit autrefois, oui, c'était comme ça, il y avait 4. Et vous avez vu tout à l'heure, si je remonte dans la fameuse corbeille, le fameux pointe du trident, que le système qui est en haut, qu'on appelle corbeille, a une forme un peu carrée, et que cette forme carrée, dessus, vous ne pouvez pas poser plus de 4 poutres. Vous pouvez avoir d'autres poutres qui vont être attachées ensuite pour faire le toit, mais vous n'aurez que 4 poutres. Et que ces 4 poutres maîtresses, elles vont poser sur 4 poteaux, qui sont 4 poteaux majeurs, les gros poteaux, dont on vous dit c'est les poteaux importants, mais on vous en dit pas plus. Alors, qu'est-ce que c'était que ce chiffre 4 ? J'ai mis un certain temps à m'apercevoir que pour penser la société, j'avais un certain nombre de manières de penser les relations entre les gens, et qu'il y avait 3 concepts que je vous donne ici rapidement. Le premier, c'était le concept de maison, c'est-à-dire que le fait de dire qu'on est en relation les uns avec les autres, c'est qu'on appartient à une même maison, et que être parent, c'est tout simplement être pewangen, c'est-à-dire maison l'un par rapport à l'autre, laquelle implique à la fois d'avoir des ancêtres communs, mais aussi d'être enraciné en un même lieu, une maison, et qu'on a à partir de ce moment-là un lien à la terre, qu'on peut le faire en utilisant, pour appartenir à une maison, parlons 3 lignes généalogiques, celle du père, celle de la mère et des chefs, et ensuite, il y a, pour pouvoir y aller, plusieurs modalités d'affiliation qu'on appelle des chemins, soit par les hommes, soit par les femmes, soit aussi là par les chefs. Et que dans ces lignées, dans ces générations, le terme de Nin était le terme le plus important pour essayer d'éclairer ce à quoi j'étais confronté. En effet, le terme de Nin signifie 3 choses qui, pour moi, au départ, étaient complètement différentes. La première, c'est la ligne généalogique. C'est-à-dire, quand je veux nommer un parent, comme je vous l'ai dit, je peux choisir la ligne généalogique de mon père, je peux choisir la lignée généalogique de ma mère, je peux choisir la lignée généalogique de mon chef. Et je peux, en fonction de ces lignes-là, désigner mes parents. Si je ne suis pas parent par le père, je peux trouver un lien par la mère, je vais utiliser. Et parfois, je n'ai pas de lien par le père et la mère, mais je suis apparenté par le chef, parce que je suis sujet de ce chef. Donc, et que ce chef, je l'appelle en plus Mahama, c'est-à-dire, quand je m'adresse à lui, grand frère. Donc, je me considère comme un de ses frères. Et ça, c'était la première chose. La deuxième chose, là, c'était beaucoup plus compliqué, c'était la génération. C'est-à-dire, chaque génération était d'Intnin. Et quand on disait aussi, c'était le rang. Le rang, alors je dis, quel rapport il y a entre la lignée généalogique, la génération et le rang social ?
D'autant plus que le seul auteur qui disait qu'il fallait 4, qui parlait du chiffre 4 de façon claire, c'était Jean-Marc Pidgeot, et il traduisait l'équivalent du mot Nin par 4 générations pour faire une chefferie. Mais il ne parlait pas de 4 lignées, or j'avais 4 poteaux, 4 lignées, etc. Et donc j'ai compris quelque chose qui est ici représenté par un schéma qui est complètement théorique et que je vais essayer de vous faire comprendre, mais qui est très important pour la suite de mon propos. La première, c'est que quand vous remontez une généalogie chez quelqu'un, vous essayez de savoir les liens familiaux qu'il a, vous avez tous ses frères, il les connaît. Et les enfants de ses frères, il est capable de vous les nommer. Il peut même aller très très loin en collatéralité. On connaît les liens très très loin. On peut aussi nommer tous les frères de son père et les sœurs de son père. On peut nommer tous les frères et toutes les sœurs de son grand-père. Mais quand on arrive à l'arrière-grand-père, alors là, c'est très difficile parce qu'on ne connaît la plupart du temps pas le nom de l'arrière-grand-père dans la généalogie. On ne les connaît pas, et on ne les connaît pas parce que la mémoire n'est jamais transmise de ce personnage-là, que d'ailleurs on a souvent peu la chance de pouvoir connaître, votre ancêtre direct, et on ne le connaît pas, ce qui fait que, si vous voulez, dans une lignée, quand tout d'un coup est passé, on arrive à la 4e génération, tout va bien, mais quand ensuite on est à la 5e génération, celui qui est dans la lignée aînée, on ne sait plus quel est le rapport de parenté qu'on a exactement avec lui, on sait seulement qu'on a un nom en commun, mais on n'a plus de rapport, on ne sait plus comment. On dit les papas étaient frères, dans le temps, les grands-pères ou les aïeux étaient frères, mais on est incapable de dire quel était exactement le lien de relation. Or, cette relation généalogique, elle est expliquée par le fait que lors de la création d'un clan, quand un clan vient s'installer il est toujours localisé dans la terre, dans la région Haute-Mawab, lorsque ce clan va arriver, il faut à la fois, pour que le clan existe pleinement, 4 générations et 4 lignées. Et là, ça se comprend. Parce que vous voyez bien que vous avez celui qu'on appelle ici l'homme souche, qui est l'ancêtre, qui est arrivé il y a très longtemps dans le terroir, et tous les gens qui vont descendre de cet ancêtre et qui sont capables d'établir un lien généalogique avec lui, vont être appelés la lignée des vieux. C'est-à-dire, ils appartiennent à la lignée des vieux de ce chef-là. Puis, l'aîné, celui qui est le chef un peu de ce groupe-là, lui, il fait sa lignée à part. Donc, il crée sa propre lignée, et la lignée de tous les descendants de cet aîné, de ce premier des aînés, va être appelée la lignée des grands-pères, parce que c'est la lignée comme ça. Puis ensuite, la génération d'après, on va là aussi avoir la lignée aînée qui va être dégagée, et tous les descendants qui ont le même père vont se considérer comme frères, mais il y aura le frère aîné, et puis tous les autres, on dira, ils sont de la lignée de mon père, c'est-à-dire par rapport au chef qui est là. Or, en même temps, ces chefs de lignée vont créer, je dirais, la base de tout clan. C'est-à-dire, tout clan est organisé selon un schéma comme celui-ci, où on vous dit que vous avez 4 lignées, la lignée de l'aîné avec ses enfants, la lignée du puîné, qui est aussi la lignée des pères, et l'aîné de cette lignée cadette, première lignée cadette, on l'appelle le Mouaou. Puis vous avez ensuite le troisième fils, le troisième des frères, qui est l'aîné de la 3e lignée, et puis la dernière lignée, c'est la lignée du Benjamin. Et chacun a une fonction à l'intérieur du clan. Il y en a un qui est chef, l'autre qui est porte-parole, l'autre qui est le prêtre, c'est-à-dire celui qui a le panier sacré avec toute la puissance du clan, et puis la lignée du maître de cérémonie, qui est le Benjamin, qui accueille les gens, qui fait les parts dans les fêtes, etc. Or, cette organisation-là suppose qu'ensuite il y ait des lignées qui se séparent, et elles vont être considérées comme des lignées cadettes. Or, à l'intérieur de l'arrivée du fameux grand chef, lorsqu'il y avait un chef qui arrivait et qu'on lui donnait la chefferie, on s'aperçoit que ce n'était pas simplement le fait qu'à un moment donné, on lui donnait la chefferie et puis qu'il y avait les échanges qui étaient là. On imaginait qu'on reconstituait un échange, non pas simplement entre plusieurs personnes, mais entre 2 clans. Et que donc vous aviez un clan qui était le clan des représentants de l'ancien chef, de l'ancienne chefferie, qui systématiquement allait rentrer en relation d'échange avec des cadets du nouveau chef.
et qu'on allait les apparier 2 par 2, créant ainsi une structure qui est donnée ici par les données, où on vous nomme chacun des 4 groupes, qui est composé systématiquement d'un premier nom qui est celui d'un père, d'Akuruk, d'un nom qui est ensuite un nom d'un grand-père, c'est-à-dire de quelqu'un qui était là avant, c'est-à-dire une lignée chef. Autrement dit, Dakuruk est émergent de la nouvelle chefferie, Tivamak c'est l'ancienne, et on les appariait comme ça, 2 par 2, pour faire le travail. Et chacun avait ensuite une fonction. Là, vous avez 2 de ces lignées qui sont ici, où on vous explique très très bien que vous voyez Goa qui est ici le grand chef. Vous avez les 2 chefs ici, alors ils sont doublés dans la région de Douet à Yingen, mais vous considérez que du côté qui pour vous est le côté à gauche, Boaé, Teangoni et puis Teun-Vaillalimoin, c'est une chefferie jumelée, ça serait trop long d'expliquer pourquoi. Et puis vous avez le clan grand-père qui est Darama, Mweaou, et qui devient le porte-parole de celui qui, de ces chefs-là. Et de l'autre côté, vous avez Boarai Koyabwech, qui est le grand-père et devient le porte-parole du chef-père qui est là. On a associé systématiquement ces chefs 2 par 2 en leur donnant une fonction, et ensuite ils vont voir le porte-parole du Tnama, du porte-parole du grand aîné, et la communication peut se faire comme ça. Et donc on comprend bien maintenant que si les groupes sont comme ça, c'est parce que à chaque fois, si vous voulez, de même qu'il y a eu un échange entre l'ancienne chefferie et la nouvelle, on a accouplé 4 lignées en même temps, et pas simplement la lignée du chef et de l'ancien chef et la lignée du nouveau chef. On a fait quelque chose qui est au contraire profondément, je dirais quasiment toute la société s'est regroupée autour d'un échange entre ces 2 clans. Ce qui donne effectivement le schéma que vous voyez ici, où vous avez les 4 clans qui sont associés, et puis émerge de ces 4 clans celui qui va être appelé ensuite le Tnéama, qui a sa lignée à part, et puis on va chercher dans le clan de l'ancienne chefferie quelqu'un qui va devenir son porte-parole, et à partir de ce moment-là, on voit qu'on a une organisation où on a systématiquement 4 groupes, avec chaque groupe divisé en 2, qui est grand-père et l'autre qui est père, et on a toute la structure de la société. Voilà donc l'avant-dernière étape qui permettait de comprendre les choses. Maintenant, il restait une dernière étape, c'est qu'on voit bien comment la société est organisée autour de la chefferie, mais il y a un gros problème, c'est quand même pourquoi on donne la chefferie à quelqu'un. Pourquoi on va lui donner cette chefferie? C'est toujours pas clair pour moi. Alors, on m'expliquait qu'il y avait plein de situations. Puis, à un moment donné, il s'est trouvé qu'on m'a décrit des rituels qui n'existaient plus, qui étaient les rituels à la mort du chef. Et ces rituels à la mort du chef faisaient écho avec des choses qui m'avaient été dites au moment où je faisais mes études. On m'avait fait lire des vieux missionnaires, et notamment le père Gagnère, qui avait décrit des choses extrêmement intéressantes dans la région de Pueblo, au moment des premiers contacts. C'est 1843, c'est assez rapide, Montrousier, etc., où il parlait que dans la période où il y avait le deuil des grands chefs, les gens qui venaient faire le deuil n'arrivaient pas comme un deuil normal. Ils arrivaient avec des peintures de guerre, avec des armes, et que pendant les fêtes qui avaient lieu, on se lançait des insultes, et puis il y avait des sacrées bagarres quasiment qui pouvaient dégénérer en véritable guerre, et qu'on ne ferait l'investiture du nouveau chef qu'une fois qu'il aurait été capable de remettre de l'ordre dans tout ça, c'est-à-dire d'obtenir de ses sujets, de ses grands-pères et ses pères, de les remettre au pas. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de guerre. Alors il y avait un côté un peu théâtral là-dessus, mais enfin ça pouvait durer quand même 10-15 ans parfois, avant qu'on réinstalle le nouveau chef qui était là. Et là, les choses commençaient à être beaucoup plus claires, c'est-à-dire que la chefferie, elle n'était donnée que dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, elle devait être conquise. Et qu'en fait, si on donnait le chef, on lui donnait la chefferie, on lui donnait parce qu'il l'avait déjà prise.
C'est-à-dire que ce chef étranger n'était pas quelqu'un qui arrivait et à qui on disait « Ah, il a de beaux yeux » ou je ne sais quoi. Il était avec quelqu'un qui avait une puissance personnelle forte et qui réussissait à des moments où on vous dit « la chefferie n'allait pas bien, il y avait des conflits, etc. » Et les tensions sont là, et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui réussit, je dirais, à faire la preuve de sa force, à la fois en donnant, je dirais, les quelques coups de massue, de tamioc, là où il faut les donner, et en même temps en étant capable d'unir les gens autour de lui, c'est-à-dire la force aussi de sa parole et pour convaincre les gens. Et à partir du moment où on dit, ça y est, il a le djinou, c'est-à-dire il a la puissance qui est là, à ce moment-là, on peut le reconnaître, et on voit à ce moment-là le retour qui était décrit dans le conte, c'est-à-dire où l'ogre qui est là, la violence va se retourner dans l'affaire, on va lui donner la chefferie, et comme la chefferie, elle va passer par les échanges, ce qui est important, c'est la vie, c'est pas la puissance, elle est au service de la vie, on va oublier cet aspect-là, tout le monde le sait, mais on le dit en cachette, ce qui est important, c'est on lui a donné la chefferie, parce qu'une fois qu'il a fait sa démonstration de force, on va être capable de lui transmettre les éléments de vie et les éléments de puissance qui sont les éléments qui vont faire la chefferie. Et à partir de ce moment-là, on comprend mieux pourquoi la chefferie était donnée. Donc, conclusion de cette première partie, qui est la plus longue, après je vais être beaucoup plus court, j'avais une réponse au fait que, bien entendu, dans cette affaire-là, le chef se voyait remettre la chefferie parce qu'il était capable de montrer sa force, laquelle pouvait englober la vie et le pouvoir des gens qu'il avait battus. Et à partir de ce moment-là, on lui donnait tous les éléments qui allaient lui permettre de jouer son rôle de fonction, sa fonction, de lien entre les hommes, de lien entre les vivants et les morts. Et dans le lien entre les hommes, cette fonction, c'est d'être celui qui a suffisamment de force pour faire qu'il tient la chefferie et qu'il n'y a pas de gens qui vont aller à l'extérieur s'amuser à remettre en cause l'unité qui a été, l'alliance qui a été faite. Voilà donc quelques-unes des étapes. Je suis obligé d'aller vite, c'est une conférence qui est là-dessus. Maintenant que j'avais commencé à comprendre là-dessus, cette chose-là, en quoi cette chose-là pouvait m'amener à penser à tous les autres cas et à relire toute la littérature qui avait été faite sur d'autres régions du monde. On savait par exemple, les premières lectures, il y avait Marshall Salins qui avait écrit un article célèbre sur les chefferies Noikoro de Viti Levu à Fidji, qui expliquait que le chef était quelqu'un qui venait de la mer et qui était accueilli par la terre, et là pareil aussi, on lui donnait des femmes, il y avait la même logique, je retrouvais ça quasiment partout. Et comment je pouvais essayer de comprendre ça, non plus simplement à partir de la Nouvelle-Calédonie, mais que la Nouvelle-Calédonie pouvait me servir de levier pour arriver à comprendre les choses. Dans un premier temps, je me suis dit que ça pouvait nous renseigner sur deux choses. Le premier, à l'évidence, c'est qu'il y avait des sociétés dans le Pacifique et ailleurs où il n'y avait pas de système de chefferie, et ces sociétés avaient été décrites, alors avec des variantes, on n'a pas le temps d'en parler, il y a des variantes africaines, etc., mais avaient été décrites comme des sociétés segmentées, voire segmentaires, un peu partout. Et ces sociétés avaient comme caractéristique, même si elles formaient des communautés, des sociétés où la société se révélait d'emblée comme multiple, c'est-à-dire comme quelque chose qui admettait son hétérogénéité. Si vous voulez, une société, une communauté, c'était fait d'éléments hétérogènes. Et que par contre, on pouvait se poser la question de savoir si, dans ces sociétés-là, nous n'avions pas quelque chose qui pouvait être mis en évidence, c'est-à-dire le fait que les sociétés, au contraire, où il y avait des chefferies de ce type-là, elles étaient d'une certaine manière des sociétés politiques, et où ces sociétés plus politiques, c'était des sociétés où
pour une raison qui pouvait être variable dans l'histoire, elle cherchait à s'imposer comme une et à affirmer son unité face à d'autres sociétés, que ce soit pour des raisons idéologiques ou pour la guerre. À un moment donné, elles se sentent obligées de se poser comme une unité et d'incarner d'une certaine manière cette forme d'unité. Il y a quelque chose qui me permettait d'aller dans cette affaire-là, je n'ai pas le temps de le discuter, c'est que dans les sociétés du Pacifique, où il y a des sociétés de type segmenté, et où il y a quasiment donc pas de chef au sens chef héréditaire ou de chef étranger, pas de chef en tout cas au sens là, ces sociétés-là, on a du mal à découvrir les valeurs autour desquelles elles s'organisent. Non pas qu'elles n'en aient pas, mais on a l'impression que la société ne ressent pas le besoin de nommer ces valeurs, c'est-à-dire de les désigner. Alors que dans les sociétés de chefferie, systématiquement, on a des discours qui énoncent ces valeurs, comme si énoncer ces valeurs, c'était nécessaire pour justement se définir comme une par opposition à d'autres. Et donc, si on admettait cette vision-là, on admettait que l'une des manières les plus importantes pour le faire, c'était de trouver quelqu'un qui puisse incarner cette société et cet ordre social, et que la figure du souverain, puisque le chef ou le roi, c'est finalement ça, c'est-à-dire nous sommes avec quelqu'un qui joue le rôle de souverain, nous renvoyait sans doute à quelque chose qui, au-delà de tout ce que j'avais été décrit, était une sorte de théorie de la souveraineté. Et cette théorie de la souveraineté, je pouvais la décrire de la manière suivante. Peut être souverain, c'est-à-dire incarner l'unité de toute la société, non pas celui qui vient de l'extérieur, pour une raison très simple, c'est que dans toutes les sociétés, les choses de valeur, les sociétés savent qu'elles sont mortelles, elles ont besoin de quelque chose qui puisse les incarner, elles vont toujours aller chercher des éléments à l'extérieur. On va chercher la monnaie dans la mer, on va faire du commerce à d'autres endroits, etc. Mais avoir quelqu'un qui va être capable de montrer qu'il est capable, qu'il a la puissance nécessaire, c'est-à-dire le lien avec cet extérieur, avec les puissances ancestrales, qui lui permettent de s'affirmer comme souverain. Et que la meilleure façon d'affirmer la souveraineté, eh bien, c'est la conquête. Et d'une certaine manière, plein d'éléments, je n'ai pas le temps d'en discuter maintenant, sauf si vous le souhaitez, on pourra en parler, mais me montrait que nous avions là quelque chose qui était sans doute un des éléments clés de tous les systèmes politiques. Et que, à travers ce qu'on appelait le don de la chefferie à un étranger, nous avions quelque chose de profondément universel. Et que ce profondément universel, c'est que le pouvoir ne peut être donné qu'à celui qui le mérite et qui est à même, d'une certaine manière, de le conquérir. Mais qui va suspendre sa conquête, à un moment donné, pour mettre cette puissance qu'il a là, dont il a fait la démonstration, au service de la société. Qui accepte donc de recevoir le pouvoir, et à ce moment-là, on lui donne. Il suffit de penser à 3-4 choses, alors là, qui vont nous sortir du Pacifique, mais à regarder, par exemple, le nombre de dynasties des monarchies constitutionnelles européennes dont l'origine est totalement étrangère. Même si on va leur donner un nom comme les Windsor, on sait que c'est des Allemands. Et que à peu près toutes les grandes dynasties occidentales sont des chefferies elles-mêmes d'origine étrangère. On sait bien aussi que quand on fait des films sur les présidentielles, en France, ça s'appelle la conquête du pouvoir, et qu'on parle de bataille électorale, et qu'on va le conquérir. Mais ensuite, une fois que le chef a conquis la bataille, a gagné la bataille électorale, il fera une promesse de se mettre au service de la société tout entière, alors que jusque-là, il a mené une bataille partisane. Et on se dit que, si vous voulez, à travers le chef étranger et l'extension de cette chose-là, on touche peut-être à quelque chose d'universel, qui est le fait que le souverain, celui qui va incarner l'unité de la société lorsqu'elle a besoin de cette unité-là, a besoin de faire la démonstration de sa capacité à le faire, et que la forme la plus évidente, c'est d'être capable d'imposer sa loi, et puis bien entendu de ne pas aller jusqu'au massacre, parce que sinon c'est plus la loi, c'est la guerre totale. Et à partir de ce moment-là, on va transformer, si vous voulez, cette conquête et cette bataille en quelque chose d'apaisé.
Donc celui qui a gagné la bagarre électorale devient le chef de tous les Français. Celui qui a gagné le pouvoir devient celui à qui on donne la chefferie. Mais que ce langage de l'échange est absolument nécessaire. Et par exemple, dans les souverains, dans les bagarres qui sont nées par exemple aux lignées des rois de France, les Capétiens, après le sacre, il y avait toujours le moment où ils sortaient de l'église et où il y avait ce qu'on appelait l'acclamation, c'est-à-dire qu'il y avait tout le peuple qui était là et qui l'acclamait et qui montrait qu'il recevait ce personnage comme son souverain. Je ne suis pas sûr qu'il avait beaucoup de choix, mais en tout cas, on mettait ça en scène. Et qu'à partir du moment où on a ce souverain, on va trouver aussi une autre problématique qui est aussi universelle à partir du moment où on a une structure politique. C'est une opposition qui a été la première fois, il n'a pas eu le temps de l'approfondir parce qu'il est mort avant, qui était Daniel de Coppet, qui avait travaillé aux îles Salomon, c'est l'opposition entre autorité ou pouvoir. Et cette opposition, on peut le dire, c'est que l'autorité est liée aux valeurs, elle apparaît toujours légitime, et le pouvoir, par définition, est critiquable et on le soupçonne. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas se passer d'autorité, mais en même temps, on soupçonne le pouvoir. Et que cette espèce d'ambiguïté, on va toujours la retrouver dans toutes les sociétés qui sont là, y compris dans le Chavignat, où à la fois, il représente l'autorité, mais en même temps, on critique un peu cette autorité. Et dans le conte que je vous ai lu au début, on retrouve cette critique, puisque d'une certaine manière, il est l'ogre qui dévore ses sujets. En fait, il est aussi une des images, mais c'est l'image négative du chef, qui est soit le petit enfant, issu des femmes, soit l'ogre qui dévore ses sujets. Et on voit bien qu'il y a toujours cette ambiguïté du chef qui est ici. Donc voilà un peu les éléments de ma conclusion. Et ce qui est intéressant dans le monde qui est là, qui est vraiment très profondément océanien, c'est que dans le monde océanien, la vie passe par les femmes, et la vie est l'élément clé, puisque le chef est le lien entre le monde des vivants et des morts, c'est-à-dire que s'il y a des vivants qui, une fois décédés, deviennent des ancêtres, puis s'il y a des ancêtres qui peuvent ensuite redonner la vie par des femmes, c'est parce qu'il y a le chef qui fait le lien autour de tout le monde. Eh bien, ce pouvoir est obligé de passer par les femmes. Et ça, c'est très océanien, puisque dans tout le Pacifique, les femmes sont celles qui détiennent réellement toujours les pouvoirs. Si vous prenez les sociétés de type segmentaire de Nouvelle-Guinée, les pouvoirs, les grands pouvoirs, ils ont été pris aux femmes à une époque, les hommes ont été les volés aux femmes. Et là, on voit bien comment le requin vient avec sa puissance, bien entendu, apporter et refertiliser la femme, c'est-à-dire redonner de la vie, mais en se soumettant à son tour à la vie, puisqu'il met sa puissance au service de la vie qui est là. Et ça explique pourquoi, là aussi, on ne peut pas, je dirais, tout le temps parler de la conquête, parce que mettre la conquête, ça serait tout le temps dire « Ah, il est du côté de la puissance », alors que la chefferie, elle est au contraire du côté de la vie. Donc voilà l'essentiel de ce que j'avais envie de vous raconter. Je ne suis pas sûr d'avoir été d'une clarté toujours aussi limpide, mais donc je suis prêt à répondre à vos questions. Ce qui me semble important de noter dans une chose comme ça, et ça sera ma conclusion, c'est que dans les sciences sociales, il y a une question qui est toujours de savoir si les faits sont universels ou s'ils sont particuliers. Et la vérité, c'est qu'ils sont les deux, ça dépend comment on les regarde, et qu'une coutume comme celle que nous avons vue là peut être analysée dans la spécificité sociale ou par rapport à l'expression d'une tendance universelle. Mais c'est les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas à choisir entre les deux. Il n'y a pas d'un côté les différences et de l'autre les ressemblances. Tout ça, ça fait un seul tout. Ça dépend de la manière dont on le regarde. Simplement, on ne peut pas regarder les deux en même temps. C'est-à-dire on est obligé de regarder soit d'un côté, soit de l'autre. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas original, bien que nous soyons des sciences dites molles ou inexactes. Dans les sciences dites dures, la lumière est soit corpusculaire, soit ondulatoire. On sait que c'est les deux, mais on ne peut pas les décrire les deux de la même manière. Je pense que pour les faits humains, c'est la même chose. Merci de votre attention. Bien, les micros sont à votre disposition, hein, si vous souhaitez J'ai découragé déjà beaucoup de monde. Avoir un complément d'information.
qu'il y a quelques courageux, ceux qui restent pour poser une question. J'arrive. Il est tard, je ne sais pas à quelle heure il est. Donc, j'ai une petite question. En fait, j'ai rien compris. C'est grave. Il faut que je révise C'est pas ça. C'est-à-dire que à la base, j'ai pas compris le thème. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez un étranger? C'est quoi un étranger? Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que c'est décrit comme ça. Mais que le terme étranger, c'est une manière de dire qu'il y a des autochtones et des étrangers, mais qu'en fait, c'est un système d'échange. Et bien entendu, le fait, c'est pas l'étranger. L'étranger, il est appelé comme ça. Alors, si vous voulez, je prends par exemple ce que j'avais décrit, je crois, ici, je veux l'avoir. Si je prends le groupe paternel et maternel du côté de l'échange d'enfants, quand je le décris, on vous dira aussi que les paternels sont des autochtones et que la femme, du fait qu'elle vient de l'extérieur, c'est aussi une étrangère. Et quand je vais appeler mon beau-frère à Yingen, je vais l'appeler Kayang, mon beau-frère, mais si je traduis mot à mot, ça veut dire mon étranger. Ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. Il vient de l'extérieur. Donc c'est une question de territorialité? C'est une question de territorialité, mais pas seulement. Car en vérité, le territoire, c'est et l'étranger et l'autochtone. C'est-à-dire, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Si vous voulez, pour qu'il y ait une vie avec un enfant, il faut un autochtone, le père, et une femme qui vient de l'extérieur, la mère. Quand il faut faire une société, il faut un chef qui vient de l'extérieur, et il faut aussi des gens qui sont des clans qui sont dits autochtones. Et ces clans autochtones s'allient avec des clans qui sont dits étrangers parce qu'ils sont arrivés où ils ont accompagné le fameux chef qui est venu de l'extérieur. Mais c'est toujours une structure d'échange. Il faut un chef qui vienne de l'extérieur. C'est fortuit ou c'est une tradition? C'est toujours comme ça. C'est la structure de la société. S'il ne se présente pas, ce chef de l'extérieur, il se passe quoi? Non, mais la chefferie, elle est toujours là. Il y a une chefferie. Les sociétés sans chefferie, ça n'existe pas. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut renverser le chef qui est là. Et qui va venir de l'extérieur. Mais ce moment, il est aléatoire, il est au hasard, ou il est défini? Il y a quelqu'un qui est capable, parce qu'il y a une faiblesse à l'intérieur de cette chefferie, qui est capable de venir être plus fort que celui qui était plus fort. C'est un coup d'État, quoi, en gros. Comment? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État, si vous voulez, sauf que, si vous voulez, à la différence d'une dictature, où dans cette dictature, vous faites le coup d'État et ensuite vous êtes obligé d'avoir une police politique assez forte et des gens avec des fusils, des militaires, etc. pour tenir. C'est pas un coup d'État comme ça. Il a montré sa force, et parce qu'il a montré qu'il avait avec lui cette puissance, alors, y compris le chef, qui est le chef vaincu, accepte de saisir, c'est-à-dire il donne la chefferie, il décide qu'il n'a plus le Djinou, il a quelqu'un qui est plus fort que lui, et il va abandonner le pouvoir au profit de celui qui est là et qui a montré que lui, il était en lien. Mais vous trouvez ça partout. Vous trouvez ça, par exemple, ce qu'on appelle au Japon et en Chine le mandat céleste, c'est ça. C'est-à-dire les différentes dynasties d'empereurs dans ces deux sociétés-là, c'est des gens qui ont réussi à renverser la dynastie qui était avant. Et parce qu'il a montré sa force par rapport à ça, tout le monde va se regrouper autour de lui, parce qu'il a montré, non pas qu'il était en soi le plus fort, s'il a montré qu'il était en lien avec les puissances qui donnent la force, qu'il avait justement le Djinou, c'est-à-dire ce qui vient de la puissance des ancêtres, et qu'à partir de ce moment-là, il faut être autour de lui, parce que on a besoin de cette puissance pour refaire la vie. Vous voyez? Vous avez fait un corollaire avec aujourd'hui. Vous ne croyez pas que tout ça, ça appartient quand même de plus en plus au passé? Mais bien entendu. C'est-à-dire que dans le sens où, là vraiment c'est une question intéressante, c'est-à-dire que si cela ne se transmet plus, ça va mourir. D'abord, les chefferies ne sont pas mortes en Nouvelle-Calédonie. Non, mais je ne parle pas demain. Mais j'en sais rien, moi je ne suis pas prophète et je ne peux pas vous dire si les chefferies, elles vivent depuis... Pour certaines, ces systèmes-là ont certainement pas loin de 3000 ans pour certains d'entre eux. Donc je pense qu'ils peuvent encore vivre quelques milliers d'années. Voilà. Et j'étais pas plus tard que lundi et mardi dans une chefferie qui avait l'air de se porter bien, même si elle a des problèmes comme tous les autres chefferies. Oui, j'étais à Belém et j'ai pas eu le sentiment que ça allait mourir. Ça demande l'adhésion de la jeunesse. Mais ça, c'est, si vous le voulez... le monde où est-ce que le manque d'adhésion de la jeunesse et le fait qu'il y ait tant d'abstentionnistes en France promet la disparition de la démocratie?
Peut-être qu'à un moment donné, ça donnera des pâtures à des partis d'extrême droite qui ont envie de profiter de l'occasion pour le voir, mais peut-être que la démocratie va quand même survivre à ça, parce qu'on est dans des périodes qui sont... Alors aujourd'hui, dans une période de crise, tout le monde le sait, c'est une période d'incertitude, il y a le fameux accord de Nouméa, il y a la construction de la société, le destin commun, le multiculturalisme, etc. Mais je ne crois pas que, y compris même chez les jeunes qui sont un peu paumés, je ne crois pas qu'ils puissent imaginer, en tout cas moi je connais peu de Canadiens qui se disent tout ça c'est foutu et demain il n'y aura plus de chefferie. Je pense qu'ils sont en demande de repères éventuellement, mais j'ai pas le sentiment que ça va mourir. Et je peux même vous donner une autre affaire, c'est que j'espère personnellement que ça ne va pas mourir, parce que si ça devait mourir assez vite, ça se foutrait c'est tel bordel à l'intérieur de la société aujourd'hui, que là, je pense qu'on aurait du souci à se faire sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans les décennies qui viennent. On va essayer de partager le temps de parole, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi. Il y a beaucoup de gens qui voudraient Juste s'exprimer. une seule chose, j'ai presque fini. Est-ce qu'il existe, vos homologues existent, que ce soit en Guyane ou dans les autres territoires d'outre-mer français, c'est quand même très, très spécifique, est-ce que vous parlez, est-ce que vous comparez vos expériences? Ah bah bien sûr, oui. J'ai des homologues dans la salle avec qui je discute. Il y en a, je ne suis pas tout seul. Oui. Bonjour, Oui, Olivier bonjour. Fondos, je suis là. Très bien, merci monsieur. Voilà. Ma question, c'est donc là, au moment du don de la chefferie ou Ouais. de la conquête, Ouais. le clan ou le clan de l'ancien chef qui donne la puissance, Ouais. sa lignée continue. La Ouais. lignée, on va dire, bon, la grande chefferie se transmet après par de père en fils. Ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, si le chef lui-même ne veut pas, le nouveau chef par exemple, ne veut pas donner le pouvoir, mais que la société, sa chefferie, on va dire, ressent une perte, que son chef a perdu de la puissance et n'assume plus son rôle, est-ce que le clan original qui a donné la puissance peut la reprendre? Bien sûr. Voilà, est-ce que les clans de la Terre, en Ouais, gros, ont bien sûr. ce pouvoir-là? Bien sûr, on a, si vous voulez, après, si on fait l'histoire, on a plein de cas de figure. Alban Bensa, par exemple, a décrit dans la région de Chimoui le fait que le chef pouvait lui-même, à un moment donné, abandonner sa chefferie et se mettre à mort, c'est-à-dire l'auto-sacrifice du chef. Donc on a des cas où c'est le chef qui, ma lignée ne peut plus porter, et il se donne en sacrifice pour une nouvelle lignée. On a eu quelques cas historiques de ce type-là. Dans la région d'Yingen, il y a la chefferie Boirat, en fait, il y a subsume aujourd'hui, englobe 2 chefferies autrefois séparées, et l'une de ces chefferies a disparu parce que les maîtres de la terre et ceux qui étaient justement les donneurs du pouvoir originel sont allés avec des lignées qu'ils ont fait venir de l'extérieur poursuivre le chef, et ils l'ont tué dans des champs de canne à sucre. Il y a tout un récit là-dessus. Donc après, bien sûr, oui, il y a une possibilité de le remettre en cause. C'est-à-dire que là, il faut qu'il montre qu'il est conquérant, mais on peut l'aider à conquérir, et les sujets peuvent eux-mêmes décider que le chef qui est là, c'est la fameuse figure de l'ogre, et on tue l'ogre. Oui, oui, tout à fait. Je suis vraiment désolé, j'espère que j'ai eu l'alerte, là, je me suis dit, ça y est, je n'ai pas été clair, bon, c'est une matière qui est, je reconnais, un peu compliquée, c'était un peu un défi d'essayer de raconter ça en peu de temps, mais l'idée c'était de bien faire comprendre que ça c'est la structure, bien sûr, avec l'idéologie, je dirais. Après, il y a tous les cas historiques qui sont là et sur lesquels j'ai pas eu le temps de parler. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Ah, pardon, merci parce que moi je suis un peu dans la lumière, mais vous êtes dans le noir, hein, pour moi. Voilà. Je me demandais en fait, au moment du don de la chefferie, est-ce qu'il y a un don des savoirs de l'ancien chef vers le nouveau chef? Absolument. Absolument. D'autant plus, si vous voulez, que ce chef qui est là, donc qui devient le Tnéama, va avoir un porte-parole. Et ce porte-parole qui va faire le lien, qui va recevoir les porte-paroles des différents clans qui sont là lors il y a des réunions, ce porte-parole-là, qui a une lignée lui aussi qui est sortie, est issu des clans autochtones, c'est-à-dire est issu très souvent de la lignée du clan de l'ancien chef.
C'est pas l'ancien chef lui-même, mais c'est souvent quelqu'un qui est issu de chez lui et qui possède justement la connaissance de toute l'histoire. D'accord. Oui. Et est-ce que vous pouvez préciser, est-ce qu'on connaît quel type de savoir? Parce qu'on sait qu'il y a des savoirs qui peuvent être racontés, d'autres non. Est-ce que... Essentiellement, ces savoirs, c'est des savoirs qui touchent à la fois à la position statutaire de chacun, aux fonctions qu'ils remplissent. Il y a un dessin que je n'ai pas montré, voilà, qui est celui-ci, où si vous voulez, on voit donc le Tnéama au milieu, le Mweaou, mais en fait là, c'est pas vraiment le Mweaou, c'est le porte-parole. Et puis vous avez les clans avec les pères et les grands-pères, là c'est en ordre hiérarchique, et si vous voulez, on voit bien quels sont les types de pouvoirs. C'est-à-dire le Tnéama, par sa seule présence, lie tout le monde. Les pères, qui sont ceux qui ont soutenu le chef, c'est le pouvoir politique. On dit, c'est ceux qui parlent à l'intérieur de la maison, ils sont debout dans la maison du chef, ils parlent et ils décident. Kawedo n'est pas là, c'est-à-dire ceux qui à la fois décident et parlent. Et puis vous avez les grands-pères qui, eux, ont les pouvoirs rituels. C'est eux qui travaillent et qui ont tous les pouvoirs rituels liés à la terre, à la connaissance des liens avec tout ce qui rentre et sort de la terre, tous les grands rituels aussi liés à la prédation, aux espèces naturelles, etc. Puis vous avez ensuite les Vaincatch au sujet, qui ont des pouvoirs techniques, ils fabriquent des pirogues, ils fabriquent des choses comme ça. Et on voit bien qu'il y a effectivement... Alors lui, il connaît toute cette structure, il sait comment fonctionne ça, et puis il a la connaissance du cadastre. Voilà, il connaît aussi tous les liens à la terre de ce type-là. Puis après, chacun des clans a une fonction avec un savoir dont une partie est largement secrète, puisque tout ça fonctionne avec ce qu'on appelle des yarik, qu'on traduit souvent en français par médicaments. Ce serait trop long de dire que c'est pas tout à fait ça. Mais ces médicaments il y a toute une part de secret dans la fabrication de ces médicaments, qui est nécessaire. Le jour où il n'y a plus de secret, le médicament, il a perdu sa force, il n'a plus de force. Donc oui, il y a une part de secret, mais le porte-parole, c'est surtout le connaisseur de tous les chemins coutumiers, de tous les liens qui lient la chefferie entre eux, le lient au chef, etc. Puis après, il y a des fonctions. Par exemple, il y a des fonctions rituelles. Il y a un personnage très important parmi les pères, c'est celui qu'on appelle à Yingen le café-mom. À Lifu, on va l'appeler l'Atessi ou un des Atessi, ou à Maré, c'est Achania, c'est-à-dire ce personnage qui est le sorcier, c'est-à-dire celui qui est le véritable policier de la chefferie, et qui fait que si on ne respecte pas le chef, il va faire ce qu'il faut pour qu'il y ait quelqu'un dans ces clans-là qui meure ou qui soit chassé parce qu'il ne respecte pas la chefferie. Donc il y a toute une organisation fonctionnelle avec des savoirs très très importants. Mais le porte-parole du chef, lui, c'est essentiellement le cadastre et les liens statutaires au sein de la chefferie, qui est à quelle place, etc. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour, je voulais te remercier d'abord pour l'exposé qui était vraiment extrêmement intéressant. J'avais une question sur ton usage du chiffre 4 là, qui m'a l'air très central. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris, j'aurais besoin peut-être d'éclaircissement parce que tu dis à la fois que c'est un chiffre que tu retrouves dans la structuration sociopolitique, on va dire. Ça renvoie à une structuration fonctionnelle et en même temps l'explication résiderait autour d'une espèce de capacité de profondeur généalogique en quelque sorte. C'est-à-dire que il y a une profondeur généalogique et les gens ont construit un modèle politique avec ces 4 lignées. C'est-à-dire ces 4 lignées existent partout et il y a l'idée qu'on va reproduire, puisque là, si tu veux, il y a le clan avec ou le sous-clan où il y a ces 4 lignées. Et on dit que pour faire un clan, il faut 4 lignées comme ça, qui elles vont perdurer. Ça fait 4 noms qui vont perdurer ensuite dans les années. Et on imagine que la maison, si vous voulez, c'est une sorte de super clan, et que donc, il faut aussi l'organiser en 4, comme si c'était un clan, où chacun des clans va jouer une des fonctions que j'ai essayé de donner, c'est-à-dire la fonction de T1, la fonction de Mweaou, c'est-à-dire le second fils, la seule fonction, etc. Et c'est cette quadripartition fonctionnelle qui fait l'organisation de la société. On reduplique, les gens l'expliquent comme ça, en tout cas assez bien, quand on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose. Avant, on ne vous dit pas, bien entendu, et que c'est cette espèce de structure. Donc, j'ai trouvé, il n'y a encore pas très très longtemps, où un texte qui est fait par André Wenewa,
qui a longtemps été directeur de l'ITFM, l'Institut territorial de formation des maîtres en Nouvelle-Calédonie, qui a fait un texte sur ce qu'il appelle, comment il a appelé ça, la logique de la concertation dans le monde kanak, et où il décrit un clan Alifou exactement de la même manière. Il dit, il y a le type qui arrive, et puis tous ses descendants forment une lignée qu'il appelle alors la lignée, je ne sais plus, sagesse ou quelque chose comme ça, sauf le chef qui lui donne une notion de nouveau et qui donne une nouvelle lignée. Et puis ensuite, cette nouvelle lignée, l'aîné, lui, ne fait pas partie de cette lignée. Et ensuite, ça fait 4 lignées. Ces 4 lignées ont un nom et elles ont définitivement leur place à l'intérieur du système clanique. Et ensuite, il y a des lignées qui vont sortir de là, mais elles sont des lignées cadettes. Yabouet, Soutien, à part. Mais ces 4 noms-là restent les 4 noms piliers à l'intérieur de la chefferie. Et je retrouve ces 4 partout. Et l'explication qui est donnée, c'est parce qu'on retrouve la fonction qui est à l'intérieur du clan, va se retrouver à l'intérieur de la maison globale, où chacun des clans va jouer un de ses rôles de lignée, et il va être apparié avec un autre clan grand-père, qui lui aussi, c'est-à-dire le clan aîné, qui est celui de la chefferie, va être associé au clan anciennement un ancien clan aîné, un clan Mouaou avec un autre clan Mouaou, etc. Donc, il y a un grand-père Mouaou et un père Mouaou, et puis il y a ensuite, voilà, et à chaque fois, et les gens l'expliquent à partir de cette lignée généalogique. C'est-à-dire il faut 4 lignées pour le faire, et 4 générations. Et par exemple, si on dit la chefferie Goa, les gens vont vous dire, il y a 4 noms, il y a Goa, il y a Oulehut, il y a Poyili et il y a Tidjit. Ça, c'est les bases, les 4 clans de base de la chefferie. On s'aperçoit que c'est les 4 clans qui sont là, et on vous dit dans un premier temps, ils sont tous à égale distance de la chefferie, mais en fait, le clan Goa, c'est celui du chef, donc c'est le clan aîné. Le clan Oulehut, c'est le clan Mouaou. Et puis après, il y a un petit doute sur qui est exactement. On pense que c'est le clan Poyili qui était au départ le clan qui avait le Waya, et puis le clan Tidjit qui représente le clan Benjamin. Voilà. C'est-à-dire on réorganise, parce qu'on ne peut pas être exactement à égalité. Donc on remet le même ordre qu'il y a tout le temps, et cet ordre, c'est en fait, si on part de la chefferie, de la grande chefferie jusqu'au sous-clan, il y a cette espèce de quadripartition récurrente qu'on va retrouver à tous les niveaux et qui se transpose. Alors, dans des cas, c'est vraiment déligné, les gens sont séparés, puis dans d'autres cas, il n'y a aucun lien généalogique, c'est l'échange, c'est-à-dire le fait que lorsqu'il y a eu l'investiture, il a joué ce rôle-là. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ils sont frères par les échanges. C'est plus clair ou... Oui? Non, tu me dis, parce que si ça ne l'est pas, aide-moi à être plus performant dans le... Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'éclaircissement que tu donnes, c'est le fait qu'on a une idéologie à 4 parties et qui peut s'accommoder d'une structuration lignagère ou qui renvoie à des lignages complètement hétérogènes les uns par rapport aux autres. Oui, absolument. Oui. Parce que c'est très clairement expliqué, et là Saline fait voilà, c'est-à-dire parce qu'on est parents. Comment on maintient nos liens de parenté? On maintient nos liens de parenté parce qu'on échange. Sinon, on oublie d'un certain temps. Donc, on maintient les liens de parenté par les échanges. Mais le jour où on échange, on devient parent. Et donc, c'est la parenté, elle est créée ici par le fait que ces gens-là sont dans un même lieu et vont échanger entre eux pour faire la maison. À partir de ce moment-là, ils deviennent parents. Voilà. Excusez-moi, simplement pour rebondir et continuer sur la question. À un moment où on change de chefferie, si on schématise, les anciens Pouedi s'allient avec les nouveaux, les anciens Douy avec les nouveaux, ou pas? Alors, pas c'est totalement, pas exactement, parce voilà. que si vous voulez, c'est alors le schéma. Voilà, ce schéma montre que les choses sont un tout petit peu plus compliquées, dans le sens où l'ancien chef ne devient pas un clan grand-père, il reste un étranger. C'est-à-dire son statut, il reste étranger. C'est-à-dire que vous le voyez ici, où l'ancien chef, c'est le Mouaou, que j'ai appelé Puiné, que j'ai mis un peu à part des autres groupes. C'est-à-dire c'est celui qui est là. Et lui, il est là, et c'est quelqu'un d'autre qui est un de ses anciens clans, qui devient son grand-père. Et donc, il est à la fois le premier des pères et le premier oncle maternel du chef. Mais il garde une position de père, il reste étranger. C'est des clans plus anciens qui se recomposent. Et par contre, si je prends par exemple, j'ai parlé de la chefferie Boirat,
Quand la chefferie Boirat s'est installée dans le haut de la vallée, la chefferie s'appelait, avant que ce soit la chefferie Boirat, c'était Tidjit Maboaloa. Tidjit, c'était donc le chef, et Boaloa, le Mouyaou. Or, Boaloa, c'est Pointe Jap, et aujourd'hui, c'est lui qui est en position de grand-père par rapport à celui que j'ai appelé le Wanmevu. Wanmevu, ça veut dire clan, Odaama, ça veut dire du chef. Et donc, c'est celui qui est en position de grand-père par rapport au clan du chef. Donc, il a gardé une position, lui, de grand-père. Il est devenu grand-père, mais une fois, là, il est calé. Et l'ancien chef, lui, il reste un étranger. Donc la structure est encore un peu plus compliquée. Mais là, j'ai évité de rentrer trop dans le détail, parce que je pense qu'après, vous m'en auriez voulu. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Bah, merci. Alors, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais donc j'espère que ma question ne sera pas dénuée de sens. Mais il me semblait savoir que dans les tribus, il y avait des entités telles que le Conseil des Anciens. Et ça m'étonne un peu de voir que on n'en a pas parlé ici. Alors, je voulais savoir si c'est réellement parce que lors du don de chefferie, elle ne joue aucun rôle. Et également, ça m'a aussi étonné de voir que même dans les cérémonies, on n'en a pas parlé en fait. Donc je voulais savoir si c'était normal ou si c'était par souci de simplification. Alors, non, si vous voulez, moi je vous ai parlé d'une structuration qui est une structuration qui n'a rien à voir avec la structuration administrative. La structuration administrative, les premiers observateurs européens qui sont arrivés ici, qui étaient essentiellement des missionnaires, et sont arrivés dans le Nord, pour l'essentiel les missionnaires catholiques, et ils ont donc observé qu'il y avait des gens qu'on appelait des pères et des grands-pères, qu'il y avait des gens qu'on appelait des grands chefs, etc. Et quand ensuite on a donc colonisé, on a fait des réserves, on a mis des gens qui au départ n'étaient pas forcément pour vivre ensemble chacun, comme ça dans des lieux, et l'administration a voulu reconstituer une structure qu'elle croyait être celle de la société. Donc elle a imaginé, si vous voulez, qu'il y avait des grands chefs. Alors ça correspond effectivement à mon Tnéama, c'est-à-dire à mon grand aîné, celui qui est dit petit-fils et fils. Et puis elle a vu qu'il y avait des clans qui étaient là, et ces clans étaient appelés, alors il y a plein de variantes, mais si par exemple à Yingen on dit Tnun Mentnaon, grand-père et père, d'autres clans, si je descends plus bas, on va appeler Tiaméao. Alors là, ça va être père et grand-père. On a inversé l'ordre, mais ça n'a aucune importance. Et ces clans-là, c'est ce qu'on a appelé on a dit, ça c'est les vieux. C'est-à-dire, c'est le conseil des anciens. Ils sont plus anciens, puisque le chef est appelé... Et on a essayé de reconstituer comme ça une structure, où on a dit, c'est les chefs de clan. Et puis, comme ça, on a eu les chefs de district, grands chefs. On a fait ensuite des tribus dans lesquelles on a mis les gens, et comme il fallait les fédérer, on les a appelés petits chefs. Et puis ensuite, chaque clan qui constituait le conseil des anciens, on les a appelés en disant tous les clans sont là, ils sont représentés par quelqu'un, et c'est le conseil des vieux. Parce que les sujets sont appelés Weinkatch, c'est-à-dire les vieux, que les autres sont appelés grand-père, les autres sont appelés père, et donc on a parlé de conseil des anciens. Mais c'est une retransposition, si vous voulez, en français, mais qui ne rend pas compte de la complexité réelle de la structure de la chefferie. Il y a ce qui existe dans les tribus, qui sont, je vous le rappelle, des réserves dans lesquelles on a enfermé les gens et qui ont dû se réorganiser à partir de leur base, et puis à partir de ce que leur disait l'administration. L'administration disait, vous êtes organisés comme ça, donc, et c'était l'administration qui désignait les grands chefs, qui désignait les chefs, etc. Je vous rappelle. Ce qui fait que pendant très longtemps, on avait une sorte de double structure, si vous voulez, à l'intérieur de la société kanak, une structure administrative apparaissante, et puis une structure cachée, qu'on ne voyait pas, mais qui était la structure réelle de la société à laquelle les gens se référaient. Puis avec le temps, les choses se sont un peu fondues les unes dans les autres, mais ce qu'on appelle le Conseil des Anciens, c'est en fait l'ensemble des chefs, des clans grands-pères et des clans pères au départ, qui se réunissent parce que c'est eux qui sont les clans, si vous voulez, cadets. Autrefois, ils n'avaient absolument pas à entrer à la grande chefferie. C'était les 4 clans ou les 8 clans, plus exactement, qui allaient et qui faisaient le conseil du chef. Voilà. Et puis les clans cadets, ils avaient leur propre chef, mais ils dépendaient des autres et ils n'avaient pas de lien direct avec la chefferie. Ils ne rentraient jamais à la chefferie.
Donc, clan des anciens, c'est les grands-pères et les pères, si vous voulez. Et c'est aussi le clan de la femme, c'est-à-dire le clan de l'ancien chef qui a donné la première épouse et au chef en question, au nouveau chef. C'est à peu près clair ce que je suis en train de dire? C'est bon, merci, c'est clair. Bon. Parce que moi, je commence à patauger un peu dans la semoule. Oui. Alors, je tenais à vous remercier puisque vous avez apporté une pierre à la compréhension que j'essaye d'avoir de toute cette culture. C'est quand même, comme vous dites, assez complexe. Oui. Ma question, c'est, vous dites que ça fait 30 ans que vous appréhendez cette J'essaye. complexité. Je m'y Moi, efforce. ma question, c'est les personnes qui sont à l'intérieur de la chefferie, est-ce que pour elles, tout ça, c'est évident? Vous savez, on dit souvent à l'intérieur de la société, on vous parle des coutumiers. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent tout le monde est coutumier. Mais en fait, coutumier, c'est ces personnages-là, c'est-à-dire ces chefs-là et leurs porte-parole, puisque, si vous voulez, chaque chef des chefs-là, à l'intérieur de son clan, a son propre porte-parole aussi, puisqu'on retrouve toujours la même quadripartition donc, qui est là. Alors, ces gens qui sont dans des positions, ceux qui ont une vision globale du système, c'est effectivement les grands-pères, les pères, tout cela. Après, leur propre soutien peuvent avoir une vision plus ou moins claire du système. Ça dépend. Comment? Et les sujets, enfin, les personnes les qui sujets, s'appellent des sujets qui sont les sujets des sujets des sujets, eux peuvent avoir une vision qui est plus ou moins complète du système, ça dépend. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est aussi d'une société où non seulement le savoir est inégalement distribué, c'est-à-dire tout le monde n'a pas accès à tous les éléments, mais où en plus de ça, on a droit qu'au savoir qu'on mérite d'avoir, c'est-à-dire qu'on va chercher. Et donc, vous avez des gens qui peuvent être très très bas, mais qui sont intéressés au sujet, et qui, parce qu'ils ont parlé et ont regardé, sont capables de vous donner une vision assez globale de la société. Et puis vous avez des gens qui vous parlent de leur clan ou de leur sous-clan, mais qui ont du mal à avoir une vision globale. Tout le monde n'a pas effectivement une vision d'ensemble, et n'a pas complètement accès à la vision d'ensemble de la société. Mais au moins de son clan. La plupart du temps, oui, me semble-t-il. Ouais. Attends, ça dépend de l'âge, ça dépend aussi s'il est intéressé ou pas, s'il s'est investi ou pas. Mais je connais des jeunes extrêmement érudits et des vieux, s'ils veulent bien me permettre, parfaitement ignorants. Oui, mon père m'a vaguement parlé de ça, mais alors, oublié, je ne sais plus. Oui. Y a-t-il une dernière question dans la salle? En tout cas, si vous n'en avez pas, merci d'avoir essuyé les plates pour que je puisse essayer d'expliquer à un grand public quelque chose qui me paraît important pour se montrer. Parce que c'est très important. Souvent, on a imaginé que les choses, il n'y avait pas de cohérence. Il y a une cohérence extraordinaire dans la société canadienne. Donc, c'était un peu d'essayer de vous faire toucher un peu du doigt quelque chose qui, pour moi, m'a maintenu pendant une trentaine d'années. Merci à vous.